selon vous, a failli? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les dirigeants des NEO? Est-ce que ce sont les régulateurs? Ou alors c'est tout le système qui a failli? Dans le rachat des NEO ou le barrage? On est dans le scandale, hein, de la décision, le scandale du rachat. Bon, maintenant où se trouve le scandale du rachat? Ce qui m'a choqué, c'est que Eneo a demandé un prix de 78 milliards pour sortir de ce projet, pour quitter le Cameroun. Et lorsque cette idée a flotté il y a quelques mois, j'ai rappelé que, bon, Eneo est en train de demander 78 milliards, mais on a un problème, c'est que dans le cahier des charges d'Eneo, il devait faire la maintenance du barrage de Sonloulou, du barrage de Lagdo, et là-bas, les coûts de maintenance non réalisés par Eneo sont je crois, on parle de 280 milliards. Donc, ce que j'aurais suggéré, c'est que lorsque Eneo demande 78 milliards, qu'on mobilise l'ARCEL, l'agence de régulation, et qu'on lui demande de faire l'audit de l'ensemble de l'opération et du cahier des charges pour constater que Eneo n'a pas rempli ses obligations contractuelles et que dans ce cadre, comme on le fait dans tous les pays comme les États-Unis qui utilisent les agences de régulation, Arcel a la possibilité de donner une amende à Eneo qui peut être l'équivalent même des coûts de maintenance qu'il n'a pas réalisés. Et là, on constitue un dossier juridique solide qui peut... et on leur dit que s'ils veulent qu'on aille en arbitrage, on y va. Parce qu'on sait que sur le plan juridique, on est solide. On est solide. Mais ici, on se retrouve dans une situation où on paye 78 milliards. Le contribuable camerounais va en plus supporter les coûts de maintenance de Sonloulou et Lagdo. Et en troisième, le contribuable, à travers l'État, va encore subir le coût de la dette de 10 milliards par an, soit 120 milliards. Donc le coût réel, c'est 78 qu'on a donné à Eneo, plus le coût de maintenance des barrages non réalisés par Eneo, plus la dette additionnelle occasionnée par l'obligation d'Eneo de racheter les... Vous donc que le rachat d'Eneo ne coûte pas 78 milliards, mais beaucoup plus lorsqu'on additionne justement les passifs cachés. Comment est-ce que vous établissez donc ce coût consolidé? Non, il y a plusieurs choses. Comme je n'ai pas eu à traiter le dossier, donc je ne peux pas me prononcer sur les dettes croisées. Ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas oublier que, en fait, c'est l'ensemble du système du secteur de l'électricité qui est complètement déréglé. Alors, est-ce qu'on peut donc parler d'un rachat toxique pour les finances publiques? Oui, qui est déréglé. Je m'explique. Dites-nous. Donc, pour revenir à... Donc, qu'est-ce que Je demandais si on peut parler donc, au regard de tout ceci, d'un rachat toxique pour les finances publiques. Tout à fait. Alors, pourquoi l'État a-t-il assumé ces charges, contraintes techniques, ou alors il s'agit d'un arbitrage politique, selon vous? Non, disons, depuis lors, il était unanimement reconnu que Eneo n'avait pas la capacité de gérer ce secteur. Je souhaite rappeler que j'ai suivi le dossier du secteur de l'électricité depuis la phase de privatisation. Lorsqu'on a commencé les privatisations dans les années 90. Et à l'époque, j'avais des conseillers, lorsqu'on a donné à AES, j'avais des conseillers au gouvernement de donner la concession à AES, qui était une société créée à Arlington par des avocats, qui travaillait avec Enron. Enron, c'est une compagnie américaine d'électricité qui avait fait faillite. Donc, ils se sont dit qu'ils pouvaient se faire de l'argent dans le secteur. Ils ont créé cette société. Et à l'époque où ils ont la concession, ils étaient au plus bas, leur action était autour de 1%. Ils n'avaient pas les capacités financières pour prendre en charge le secteur de l'électricité. Ils sont restés et ensuite, ils ont vendu à Actis. Et là également, Actis n'était pas outillé
pour gérer ce secteur, parce que Actis, c'est un fonds d'investissement qui a pris de l'argent d'un peu partout et qui a promis aux gens un retour sur investissement. Donc, il est venu pas pour gérer le secteur de manière pour renforcer la compétitivité du Cameroun, mais plutôt pour redonner une rentabilité élevée à ceux qui ont mis de l'argent dans ce fonds. Et maintenant, quand on regarde, est-ce qu'il s'agit... Donc là, je pense que le gouvernement avait l'obligation de reprendre et de réorganiser le secteur. Maintenant, en ce qui concerne le rachat, il est toxique, à mon avis, parce qu'il s'est fait dans des conditions très onéreuses. On aurait pu éviter de dépenser autant d'argent. Mais au-delà du problème même d'Eneo, c'est l'ensemble du secteur qui est désorganisé. C'est-à-dire que l'État lui-même ne paye pas ses factures. Eneo était en faillite, pourquoi? Parce que, il est arrivé, il n'avait pas les ressources financières pour investir dans le secteur. Donc, quand vous voyez, Eneo dépendait essentiellement des crédits à court terme de nos banques. Et donc, ça, c'était l'une des premières contraintes. Et comme il n'avait pas d'argent et que l'État ne payait pas ses factures, Eneo lui-même n'arrivait pas à payer ses fournisseurs. C'est-à-dire ceux qui lui fournissaient l'électricité, comme le barrage de Kribi, et les autres. Et en retour, eux-mêmes n'arrivaient pas à payer leurs propres fournisseurs. D'accord. Revenons un peu sur les barrages, notamment celui de Son Loulou et celui de Lac d'Eau. Alors, vous dénoncez 280 milliards de travaux non réalisés par Eneo. Comment un tel déficit de maintenance a-t-il pu passer sous silence pendant une décennie? Disons, nous avons un problème au Cameroun sur ce secteur et dans les PPP de manière générale. C'est-à-dire que avant d'entrer dans les programmes d'ajustement, nous avions un modèle simple où l'État centralisait tout. Il construisait par exemple le barrage et il demandait à la société d'État d'exécuter, de mettre en œuvre les politiques. Là, on est entré, depuis les privatisations, on est entré dans un nouveau schéma à l'anglo-saxonne qui est plus complexe, qu'on ne maîtrise pas. Avant, on avait un système intégré facile à contrôler. Et depuis qu'on est entré là-dedans, je souhaite rappeler que les Occidentaux, pour faire gagner de l'argent à leurs entreprises dans les privatisations, ils ont pris la plupart de ces secteurs, ils les ont saucissonnés en petits morceaux. Par exemple, dans le secteur de l'électricité, on a dit, il y a le premier segment, c'est celui de la production. Là-dedans, l'État peut construire les barrages, les privés peuvent aussi construire. On a pris le segment du transport d'électricité, qui faisait partie de la Sonel avant. On a créé une deuxième société à part qui s'appelle la Sonatrel. Maintenant, on a créé une troisième société qui s'occupe de la distribution. C'est là qu'on a amené leurs entreprises souvent, parce qu'au niveau de la distribution, on n'a pas besoin de faire des investissements lourds. On gère l'aspect commercial, la distribution. Tout à fait. On encaisse et sur les infrastructures construites en amont. Et dans ce schéma, donc quand on a fait ça, ce schéma, il a un inconvénient. Donc il a un avantage, c'est qu'il permet de dégager les niveaux de responsabilité. Mais il a un inconvénient, c'est qu'il rend le système plus coûteux pour le consommateur final, celui qui consomme l'électricité. Pourquoi? Parce que les entreprises, au niveau du segment de production, ils ont leur coût de fonctionnement, investissement, et ils doivent avoir dégagé des profits. La société qu'on a créée au niveau du transport d'électricité, elle aussi, elle doit dégager ses propres profits. Le distributeur également. Et dans ce schéma, donc, voilà comment on a découpé le secteur. Alors, comment on est arrivé à déresponsabiliser l'État du Cameroun? Et c'est pas que le Cameroun, la plupart des États africains. Quand on a mis ça comme ça, on a dit, dorénavant, toi, État camerounais, tu n'interviens plus dans le secteur. Tu mets en lieu et place une agence de régulation qui va contrôler l'exécution des cahiers des charges et le comportement des opérateurs qui sont là-dedans. Et on a dit à l'État, que lui, ce qu'il peut faire, c'est la stratégie du secteur de l'électricité, c'est d'adopter les politiques publiques
Le problème là-dedans, c'est que le système était tellement complexe que, un, quand on regarde nos pays, l'État n'a pas... Déjà, au niveau même du recensement de la population, on n'a pas tous les chiffres. L'État n'a pas fait son travail de mettre en place des stratégies, des politiques pour dire, OK, quelle est la vision, comment on veut construire le secteur de l'électricité dans notre pays. Il y a une réflexion qui manque là-dedans. Et on s'est concentré, alors que le Cameroun a l'avantage d'avoir une diversité au niveau des richesses énergétiques, c'est-à-dire au niveau hydraulique, on est l'une des plus grandes puissances en Afrique. Toute la zone sahélienne, on peut faire de l'énergie solaire. On n'a pas fait la réflexion sur la cartologie des énergies qu'on peut avoir dans notre pays pour avoir une offre suffisante et abondante. On s'est focalisé sur la construction des barrages. Et là aussi, la deuxième erreur qu'on a faite, c'est qu'on construit de nouveaux barrages alors que ceux qui sont là, par exemple, sont loulous. Ne fonctionnent pas. Donc, au lieu de construire un nouveau barrage, par exemple, de 800 milliards, qui va générer des dettes de 120 milliards par an, on aurait pu réhabiliter d'abord son loulou pour une centaine de, je crois, plus de 100 milliards, parce que les lignes de transport et de distribution sont déjà disponibles. Viabiliser les autres, et puis réfléchir aussi à comment on peut exploiter davantage le solaire et les autres sources d'énergie. D'accord. Donc, s'il vous plaît. Ça, c'est donc la première difficulté, l'État n'a pas joué son rôle. Et en plus, l'État n'a pas payé les factures qu'il devait payer aux opérateurs. Le deuxième niveau, c'est que les agences de régulation qu'on avait mises en place pour contrôler le système n'ont pas joué leur rôle. Et ça a créé un système complètement désorganisé avec des dettes croisées parce que comme il y avait un déséquilibre financier, c'est-à-dire la société de distribution qu'on avait amenée, Eneo, n'avait pas de fonds suffisants, n'était pas payé, n'arrivait pas à recouvrer ses factures. On s'est retrouvé avec un système vieillissant où, l'État qui devait investir dans le transport d'électricité, il n'a pas investi. Eneo qui devait investir dans la distribution, il n'a pas investi. Conséquence, on a des coupures d'électricité. On a des équipements vieillissants, c'est-à-dire que même si on construit des barrages aujourd'hui, toutes les infrastructures de transport et de distribution, elles sont en retard. D'accord. Alors, vous décriez donc là un niveau de laxisme administratif, de mauvaise gouvernance, d'incapacité technique à auditer la concession. Est-ce que l'État peut obtenir réparation ou compensation de l'ancien concessionnaire? Non, je pense que c'est trop tard. Il y a eu des accords qui ont été signés. Et ce que je dis sur les PPP ne concerne pas que le secteur de l'électricité. Le Cameroun a un problème depuis qu'il est entré sous ajustement. On lui a amené un modèle de gouvernance qu'il ne maîtrise pas. Quand vous voyez la plupart des PPP, on parlait des autoroutes et des autres, c'est-à-dire, on a un comité national de PPP, loi PPP, mais l'ensemble du dispositif ne fonctionne pas. Qui définit la stratégie, qui octroie les PPP, qui contrôle. On a un dispositif où les PPP sont dispersés à travers les ministères, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de suivi. Et in fine, ça coûte plus cher à l'État que si on faisait les investissements nous-mêmes. Maintenant, je reviens. Est-ce que l'État peut avoir une compensation? Non. Deux choses. Il me souvient que lorsque AES quittait le Cameroun, quelques mois auparavant, j'étais encore à la SFI, il a pris un gros crédit pour investir dans le secteur de l'électricité au Cameroun. Et il a donné en gage la consommation future d'électricité. Je me souviens encore de cette opération qui m'avait choqué. Bon, elle était bonne sur le plan de l'ingénierie financière. Et si par la suite, AES avait utilisé cet argent pour investir, ça aurait été un bon schéma. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, ils sont partis. On a revendu à Actis. Qui a contrôlé comment a été utilisée cette dette contractée par AES? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on vient de signer avec Actis. Celui qui gagne de l'argent dans tout ça, c'est Actis, qui avait pris l'argent des investisseurs, qui leur a dit, je vais vous apporter un taux de rentabilité élevé. Donc, il a pris
l'argent, les 78 milliards, il a enrichi ses investisseurs. Et aujourd'hui, étant donné qu'il y a des accords, on ne peut pas revenir sur nos accords parce qu'on n'a pas été forcé de signer ces accords. Nous n'avons pas fait preuve de diligence et d'attention. Maintenant, le coût qui est généré doit être supporté par les contribuables camerounais sur une longue période. Alors, et je contraste, Hmm. cette opération D'accord. avec une que j'ai vue récemment en Éthiopie. C'est-à-dire, chez nous, il y a deux cas. Dans notre cas, on fait un barrage Nachtigal, 800 milliards. On n'a pas le réseau de transport et de distribution. Et in fine, on a des dettes de 120 milliards par an pour 420 mégawatts. Maintenant, je prends le barrage éthiopien. Les Éthiopiens ont choisi pour le barrage de la Renaissance un schéma différent du nôtre, c'est-à-dire financement par fonds propres et puis fonds de la diaspora. Ils ont conçu un barrage de 5000 mégawatts qui a coûté 4 fois le prix de celui du Cameroun, mais qui, quand on compare, bon, c'est vrai qu'il y a des économies d'échelle, mais quand on compare, le barrage éthiopien qui a coûté 4 fois Nachtigal produit plus de 11 fois l'électricité que produit Nachtigal. Et puis, il génère pour le gouvernement éthiopien des bénéfices, enfin, un volume de recettes de plus de 1 milliard de dollars par an provenant de la vente d'électricité auprès des pays voisins, c'est-à-dire le Kenya, la Somalie et tous les autres. Donc, d'un côté, on a un barrage de 5000 mégawatts qui a été conçu de manière holistique, c'est-à-dire on n'a pas construit que le barrage, on a pensé de manière holistique à construire les voies de transmission, le réseau de distribution, et on a, in fine, on a un ouvrage qui ne va pas donner des maux de tête à l'État, qui va rapporter de l'argent durablement et qui va résoudre les problèmes de l'économie. D'accord. Et alors que de notre côté, on a un ouvrage qui va générer une dette à supporter par les contribuables. D'accord. Revenons un peu sur le barrage de Nachtigal, que vous qualifiez comme le pire partenariat public-privé. Vous décrivez le partenariat public-privé de Nachtigal comme un montage déséquilibré avec l'essentiel du risque porté par l'État. Alors, qu'est-ce qui en fait un partenariat public-privé contraire aux standards internationaux? Dites-nous. Disons, lorsque j'étais à la Banque mondiale, j'ai souvent aidé les pays à mettre en place des cadres PPP. Et à la SFI également, j'ai eu à faire partie des comités qui approuvaient ce type de PPP. Aujourd'hui, quand j'entends mes compatriotes me dire « mais la Banque mondiale nous a dit que c'est l'un des meilleurs montages financiers au monde », je dis oui. Si j'étais du côté de la Banque mondiale, la SFI, j'aurais dit oui, c'est un bon montage parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent comme actionnaires et ils ont aussi de l'argent parce qu'ils ont prêté, qu'ils tirent des crédits qu'ils ont donnés au projet. C'est un mauvais PPP parce que je vous dis, par nature, l'objectif du PPP est d'enlever le risque financier à l'État pour le transférer à la société qui construit le barrage. Vous me suivez? C'est-à-dire, normalement, les 120 milliards, on aurait dû avoir un schéma dans lequel Eneo, on a choisi une mauvaise société de distribution qui était fragile. On aurait dû avoir un schéma dans lequel c'est Eneo lui-même qui paye ce qu'on appelle le off-take, c'est-à-dire l'électricité produite par EDF. Vous me suivez? Très bien. Donc, si c'était le cas, le Cameroun se serait protégé, ça aurait été un bon montage. Mais par contre, au lieu de faire ça, ceux qui construisent, ils se sont dit, mais si on produit au Cameroun et puis ce mois-ci, c'est pas consommé, le mois prochain, c'est consommé à 60%.
mais on va se retrouver avec le risque financier sur 30 ans. Donc, comment on fait pour garantir nos profits? On signe un accord de take-up, pay, voilà, de off-take, qui dit, moi, une fois que j'ai produit l'électricité, qu'elle soit consommée ou pas, vous devez me payer. Oh, et tous qui sont autour de la table, qu'il s'agisse de EDF, qu'il s'agisse de la SFI, qu'il s'agisse de Africa 50, ils se rendent compte que mais, celui qui s'est engagé à payer 10 milliards par mois, il est insolvable. Il est insolvable, il a plein de dettes. C'est comme ça qu'on fait un montage en disant non, 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 non. On dit à l'État, bon, si lui il est défaillant, toi tu payes. Donc du coup, le risque qu'on aurait dû transférer en amont en disant non, nous on ne construit pas à 100% avec nos capitaux. On vous laisse construire, vous prenez les bénéfices sur 30 ans. Celui qui a construit a verrouillé ses bénéfices en remettant la dette sur l'État. Alors, et ce système coûte plus cher que si le Cameroun était allé en disant, bon, ça coûte 1,2 milliard, moi je prends un emprunt, je construis et je prends tous les bénéfices. Alors, comment est-ce que... ici, pendant 30 ans, vous avez les mains liées, vous devez payer, vous imaginez un schéma dans lequel vous payez 10 milliards de francs CFA à quelqu'un pendant 30 ans, alors que si vous aviez simplement emprunté 1,2 milliard par vous-même, tous les bénéfices provenant de là, ça pouvait aller dans les caisses de l'État. Là, aujourd'hui, on a l'obligation de renégocier, tout à fait. Oui, de restructurer complètement ce PPP. On est parce qu'on a... On est dans l'obligation de renégocier complètement ce PPP. Parce qu'on a des contraintes budgétaires, nos populations ont des problèmes. On ne peut pas avoir une dette supplémentaire de 120 milliards. Très bien. Oui. Ok, on a un temps qu'on doit respecter. C'est pour cela qu'on est en train de courir un peu. Dites-nous, comment expliquer qu'un partenariat public-privé transfère zéro risque aux concessionnaires? C'est de notre faute. Moi, si vous voyez, et ce qui me choque là-dedans, c'est que quand je voyage partout, vous avez beaucoup de Camerounais qui ont de la ressource, qui ont travaillé dans ces domaines, j'ai plein d'amis et d'autres personnes. Nous pouvons, y compris moi-même et d'autres personnes qui ont travaillé sur ces questions, on aurait pu, si on avait été impliqué, on aurait pu donner quelqu'un comme moi. Je n'aurais jamais laissé que le gouvernement camerounais signe un tel PPP. Jamais. Très bien. Alors, revenons un peu sur l'accord off-take. Vous évoquez une dette annuelle de 120 milliards liée à l'accord off-take de Nachigal, que l'électricité soit consommée ou non. Oui. Alors, cet engagement est-il soutenable? Est-il techniquement renégociable? Et l'autre problème que je souhaite souligner ici, c'est que le Cameroun et beaucoup de pays africains ont un problème particulier. C'est que quand ils s'engagent dans des projets aussi complexes, ils doivent s'assurer qu'il y ait une réflexion endogène au niveau du Cameroun, au niveau du gouvernement, qu'on mette en place des équipes qui comprennent, qui maîtrisent ce domaine. Et l'autre chose, dans la finance moderne, on ne gère pas uniquement à partir du budget de l'État. Il faut avoir des gens qui ont la capacité de comprendre comment, de manière large, on peut associer les financements publics et les financements privés. Or, généralement, on va là-dedans. Vous voyez, le modèle comme celui-là, Angélbert. Quand on s'y engage, qui fait la modélisation financière? Qui fait l'offre technique? C'est-à-dire, ce sont les gens qui vous prêtent de l'argent. La SFI, Africa 50 et EDF, c'est eux qui s'asseyent, qui font les modèles financiers et techniques. Et puis vous dites, bon, voici à quoi ça va ressembler. Mais est-ce que vous avez mis en place des équipes capables de faire une contre-expertise sur le plan technique, sur le plan financier? Non. Ça fait que quand on vous tend de tels pièges, vous vous retrouvez. Comment on peut se retrouver dans une situation où on s'engage
non seulement à donner la garantie de l'État à une société qui doit payer 10 milliards par an. Et l'autre, et le pire, c'est que, vous imaginez, on dit, vous payez que ce soit consommé ou pas, et vous oubliez de construire les lignes de transport d'électricité. Dites-nous. Est-ce que vous comprenez que vous signez un accord, vous dites qu'on consomme l'électricité ou pas, on va payer. Mais ce qui vous permet de consommer l'électricité, le transport, les lignes de transport, transporter l'électricité et la vendre, bon, quand vous ne construisez pas ça, ça veut dire que vous vous condamnez à payer les 10 milliards sans fournir d'électricité à votre population. Et en plus, la population doit faire face à une dette supplémentaire à un moment où notre pays a des problèmes socio-économiques, il y a la vie chère. Ces 120 milliards auraient pu servir à autre chose, à soulager les Camerounais, à investir dans la santé, dans l'éducation. D'accord. Revenons un peu sur l'insolvabilité d'Eneo. Avec plus de 500 milliards de dettes, Eneo était, selon vous, insolvable. Pourquoi racheter une entreprise quasi faillite? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que si j'avais été associé à cette décision, j'aurais procédé autrement. Moi, je serais allé sur l'offensive, compte tenu de l'incapacité d'Eneo à remplir son cahier des charges, moi, j'aurais utilisé l'agence de régulation et d'autres mécanismes pour m'assurer que Eneo ne puisse pas amener cet argent. Et le problème, souvent, vous voyez que tous ces gens, quand ils viennent chez nous, dès qu'il y a le moindre litige, ils vont en arbitrage. Ils savent qu'en arbitrage, là-bas, bon, souvent, comme ce sont des sociétés occidentales, il y a des chances qu'on leur donne raison. Et ayant anticipé cela, moi, j'aurais utilisé l'agence de régulation pour dire, OK, voici les engagements que vous aviez pris dans le cadre du contrat de concession. Vous ne les avez pas remplis. Moi, si vous demandez 78 milliards, moi, je vous colle une amende qui équivaut aux 280 milliards. Donc, c'est vous qui devez me payer. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas, on va en arbitrage. Mais sur le plan juridique, on sait qu'on a des faits qui montrent qu'on est dans notre bon droit. D'accord. Vous parlez aussi de la Sonatrel et les lignes de transport. Vous affirmez que la Sonatrel n'a pas construit une grande partie de lignes nécessaires. Dans quelle mesure cela compromet-il la rentabilité de Nachigal, défaut de capacité technique ou alors problème organisationnel? Disons, la Sonatrel joue un rôle très important parce que quand vous produisez l'électricité au niveau des barrages, que ce soit au niveau thermique, hydraulique et tout ça, pour la donner à l'utilisateur final, vous avez deux étapes. Un, il faut la transporter vers certains points, clés. Une fois que... Donc ça, c'est le rôle de la Sonatrel. Si la Sonatrel ne transporte pas cette électricité, s'il n'y a pas de ligne de transport, celui qui doit distribuer ne va jamais recevoir cette électricité. Donc, votre barrage va produire une électricité qui n'arrive pas au niveau de la société de distribution. Le deuxième niveau, une fois que cette électricité elle est agrégée, maintenant, la société de distribution, si on avait fait une bonne privatisation, la société de distribution aurait dû créer des lignes de distribution pour amener vers les utilisateurs finaux, vers les entreprises, vers les ménages. Donc, on est dans une situation où on n'a pas pensé l'investissement de manière holistique. C'est-à-dire, on a créé le barrage, on ne peut pas transporter, et comme on ne peut pas transporter, de l'autre côté, il y a le distributeur qui n'a pas de ressources pour amener la ressource énergétique vers le consommateur final. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Du coup, c'est une perte d'argent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que la Sonatrel aujourd'hui est capable d'accompagner l'ambition énergétique au Cameroun? Non.
En fait, j'ai vu que le gouvernement a promis de faire une étude d'audit sur la société de distribution et envisager différentes options. À mon avis, un tel travail sera insuffisant. Comment ça? Parce que je vous dis, c'est l'ensemble du secteur qui est complètement désorganisé. Il faut un plan de restructuration de l'ensemble du secteur. Et parfois, parfois, il y a des segments qu'il faudrait voir si on les maintient ou on ne les maintient pas. Tout à fait. Sur le cas de la Sonatrel, quel est le problème? C'est une entreprise publique. Donc, pour qu'elle crée des lignes de transport, l'argent doit venir du budget. Or, au niveau des finances publiques du Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Très bien. Donc, pour répondre de manière simple, la Sonatrel, qui est une entreprise publique, n'a pas les ressources financières pour construire les lignes de transport pour accompagner l'ambition énergétique. Alors, revenons. Et de l'autre côté, comme on a fait de mauvais choix avec AES et Actis, Eneon a investi, que je crois, près de 320 milliards depuis 2014. Hein. Depuis 2014. Quand vous mettez ça sur le plan annuel, ça crée une situation où le réseau de distribution, il est vétuste, il est vieillissant. On n'a pas assez de ressources pour faire le raccordement. D'accord. Revenons un peu sur le choix des investissements. Vous estimez que le Cameroun aurait dû commencer par réhabiliter Son Loulou et Lac d'Eau, solution plus rapide et moins coûteuse. Pourquoi cette option, selon vous, n'a-t-elle pas été priorisée? S'agissait-il de mauvais arbitrage ou alors d'une logique politique? Disons, je pense que ce qui manque même en amont, c'est que le Cameroun ne s'est pas assis pour voir comment réorganiser le secteur énergétique, étant donné que l'État s'est désengagé depuis les privatisations et on a sous-investi pendant près de 30 ans. On ne s'est pas assez pour savoir, OK, au vu du déficit énergétique d'aujourd'hui, au vu des coupures d'électricité, au vu de la diversité des sources énergétiques chez nous, on peut avoir du solaire, on peut avoir de l'hydraulique, on peut même, comme le Burkina vient de faire avec le nucléaire, s'asseoir pour avoir une cartologie énergétique pour dire, OK, quel est le choix le plus optimal pour notre pays? Est-ce qu'on peut combiner en mettant plus de solaire au nord et on compense avec l'hydraulique? Et par rapport à ça, est-ce qu'on réhabilite d'abord les barrages existants avant d'aller en construire de nouveaux? On a un problème au Cameroun, c'est que dès qu'il y a un projet, on a abandonné la réflexion aux bailleurs de fonds, aux étrangers. On court vite vers les budgets. Et donc, face à ce problème, les gens se disent, bon, OK, la construction de barrages, il y a plus d'argent, les budgets sont plus conséquents que d'aller faire du solaire. Nachtigal est-il donc devenu un projet symbolique impossible à remettre en cause? Disons, c'est comme ça que la plupart des investissements publics chez nous sont faits. Donc les gens y vont plus parce que les budgets en question sont énormes. Le coût du barrage, il y a 800 milliards. Bon, si on va faire la démarche que je propose, par exemple, aller faire la maintenance de Nachtigal et Lac d'Eau, c'est 280 milliards. Donc, je ne sais pas, on a un amour effréné pour les budgets les plus colossaux. Revenons un peu sur le contraste éthiopien. Vous revenez d'Éthiopie, où le barrage de la Renaissance produit 11 fois plus pour 4 fois le coût de Nachtigal. Qu'est-ce qui explique cet écart spectaculaire? Une discipline financière, un peu de patriotisme économique, ou alors le leadership politique? La différence, c'est d'abord au niveau de l'ambition nationale. C'est-à-dire, l'Éthiopie a décidé, parce qu'il y avait tellement de coupures d'électricité qu'ils ont décidé de construire le plus grand barrage d'Afrique, d'exporter l'électricité, d'en faire une source de devises comme le pétrole.
et qui permettent également de répondre aux besoins économiques du pays. La deuxième chose, la deuxième différence avec nous, donc une fois qu'ils ont dit ça, l'Éthiopie, en fait, l'Éthiopie est un pays assez compliqué. Dites de tout. Avec le Rwanda, c'est-à-dire que ce sont des pays qui ne veulent, surtout l'Éthiopie, qui ne veut pas être contrôlés par les étrangers. Donc ils se sont dit, quand on construit notre barrage, on ne veut pas de financement de la Banque mondiale et de toutes ces organisations internationales. On finance sur fonds propres, comme ça on sait que ça nous appartient, on sait que les bénéfices... En fait, il y a un plan national de développement clair, il y a un plan énergétique clair, et tout ça est suivi à la lettre. D'accord. Et la différence aussi, c'est qu'ils n'ont pas privatisé comme nous. Quand je leur ai parlé de notre schéma de privatisation, ils ont dit, mais c'est pas possible que si vous prenez une société de distribution qui n'a pas les ressources financières et que l'État lui-même ne peut pas transporter l'électricité, c'est une perte d'argent. Donc c'est comme ça qu'eux, ils ont conçu leur système de manière plus intégrée. D'accord. Plus intégrée. Bon, la troisième différence, c'est qu'eux, ils ont joué sur les économies d'échelle. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on construit le plus grand barrage, mais nous, on a un problème au Cameroun, c'est qu'on n'est pas assez ambitieux dans la manière d'organiser nos investissements publics. On les fait par petits morceaux. On peut faire un barrage ici, on fait le deuxième là-bas, on fait le troisième. On se rend compte qu'in fine, mais on les a construits, mais est-ce que pour chacun d'eux, on a construit toutes les lignes de transport et de distribution? Donc, ça fait que l'investissement public chez nous, comme il est dispersé en petits morceaux, souvent, il nous revient plus cher. D'accord. Est-ce que le Cameroun peut donc s'inspirer du financement par la diaspora? Oui. Oui. Je me souviens, il y a, je crois vers les années 2000, entre 2010 et 2014, j'ai eu à faire un séminaire pour le gouvernement éthiopien sous le premier ministre de l'époque, qui est aujourd'hui décédé. Et il y avait un lien d'hostilité, il y avait une hostilité forte entre le régime en place et la diaspora. Dites-nous. Il disait là-bas que la diaspora n'était composée que d'opposants. Et finalement, on a organisé un séminaire sur la diversification de l'économie. On a fait venir des Éthiopiens qui avaient réussi et qui avaient réussi à l'étranger et qui avaient beaucoup de savoir-faire. Ils ont commencé une collaboration et par la suite, on se rend compte aujourd'hui qu'en Éthiopie, bon, c'est vrai que le régime a changé, mais même certains ministres sont issus de la diaspora. Même sur le plan économique, beaucoup d'investissements sont réalisés par la diaspora. Et au Cameroun, étant donné que nous avons une diaspora importante, si on s'organise, la diaspora peut beaucoup apporter en termes de savoir-faire et même en termes d'investissement. Et dans certains programmes d'investissement, on peut associer la diaspora pour attirer des ressources. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde aujourd'hui, les ressources financières qu'apporte la diaspora dans certains pays sont supérieures à l'investissement direct étranger. D'accord. Et dans l'environnement d'aujourd'hui où, quand on regarde, le Cameroun n'est pas un pays très attractif au niveau de l'environnement des affaires. Donc, il n'attire pas beaucoup les investisseurs étrangers. Il doit combiner une politique d'ouverture aux investisseurs étrangers à une politique qui permette d'attirer et de créer des opportunités pour la diaspora. Alors revenons un peu sur l'impact macro et économique. La dette additionnelle de 120 milliards par an pèse-t-elle déjà sur la soutenabilité budgétaire de notre pays, avec des risques de hausse des tarifs d'électricité, risques directs sur la compétitivité des entreprises? Dites-nous. Oui, nous partons d'une situation dans laquelle la dette du Cameroun est en train d'augmenter de manière inquiétante. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est que quand on regarde la structure de nos finances publiques aujourd'hui,
le gros des ressources vont vers le fonctionnement, ce qui est normal. Mais aussi on prend de nouvelles dettes souvent pour soutenir le coût de fonctionnement de l'État et puis rembourser la dette existante. Et ça fait que la nouvelle dette qu'on prend ne permet pas de créer des richesses. On n'investit pas dans les secteurs comme l'électricité, comme les routes, tout ça qui peut permettre de créer des emplois. Et donc, on est dans une situation de déficit budgétaire important et qui ne fait que nous amener à nous endetter davantage. D'accord, revenons et maintenant, quand vous prenez cette dette, par exemple, celle d'Eneo qui vient de s'ajouter, ça veut dire concrètement que une dette qui n'était pas prévue dans notre budget, on se retrouve avec une situation d'urgence dans laquelle on a payé Eneo, mais on a déjà et la dette sur le rachat d'électricité de 10 milliards par mois, elle est déjà courante, elle est là, on doit trouver des ressources dans l'immédiat pour y faire face. Ça peut nous amener à de mauvais choix où on va prendre une dette supplémentaire à des taux exorbitants pour rembourser la dette créée par une situation d'urgence. D'accord. Revenons un peu sur le rachat d'Eneo. Vous reconnaissez que le rachat d'Eneo est un acte positif. Qu'est-ce qui justifie cette nuance malgré les coûts exorbitants? Je ne parle pas que de Eneo. Ma position est que lorsqu'on a fait les privatisations, on a cédé au privé la plupart des services publics, tels que l'électricité, l'eau, les ports, les aéroports, les télécoms. Les bailleurs de fonds n'ont pas fourni le service après-vente à l'État du Cameroun. Ces entreprises sont venues, on a proposé deux choses dans les privatisations. Dites-moi. On a dit, ça va permettre d'améliorer la qualité de service. Bon, quand vous regardez aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de l'électricité, dans les télécoms, est-ce qu'on a amélioré la qualité de service? Non. Quand vous regardez le port de Douala, avant que ce ne soit repris par les Camerounais, est-ce que c'était plus performant qu'aujourd'hui? Non. La gestion sous Bolloré était catastrophique. C'est avec la nouvelle équipe qui est au port de Douala qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme. On a augmenté le chiffre d'affaires. Donc, j'ai dit on avait promis amélioration de la qualité de service et investissement supplémentaire. Or, ces entreprises sont venues, elles n'ont pas investi, elles sont venues prendre des crédits auprès des banques locales et rapatrier les bénéfices à l'étranger. Donc, ma position est claire, c'est que nous devons, de manière disciplinée, reprendre le contrôle de la plupart de ces secteurs, mais on ne doit pas, et c'est pourquoi je salue l'initiative du gouvernement de rachat d'Eneo. Mais malgré le fait que, pour moi, c'est un scandale, le coût inhérent à ce rachat. Donc, c'est par rapport à ça que je soutiens le rachat de ces entreprises. Sans ce rachat, est-ce qu'on était exposé à un effondrement du système? Mais il ne suffit pas de racheter. Lorsque je vois l'état de nos entreprises publiques aujourd'hui, si on rachète à ce coût et qu'on les gère comme on gère aujourd'hui les entreprises publiques camerounaises qui ne sont pas capables de fournir les biens et services à la population dans leurs différents domaines, qui génèrent de la dette et des pertes à l'État, si on gère le secteur de le Eneo racheté comme ça, on va vers la faillite. D'accord. Ce n'est pas une fatalité que d'avoir des entreprises publiques déficitaires. Alors, quand je vois les pays comme le Maroc, les pays comme la Tunisie, à la fin de l'année, les entreprises publiques font un chèque de bénéfice à l'État pour dire on a travaillé, voici ton profit en tant qu'actionnaire. On peut le faire au Cameroun aussi, à condition d'avoir une vision économique claire, d'avoir des systèmes de contrôle et de mettre
les gens qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord, maintenant revenons. Avec une obligation de résultat. D'accord, sans ce rachat, je reviens là-dessus, est-ce qu'on était exposé à un effondrement du système? Non. En fait, on était dans une situation dans laquelle il y a, on faisait de la cavalerie. C'est-à-dire, tout le système de gestion de l'électricité était basé sur la cavalerie. Je m'explique. Dites-nous. C'est-à-dire que le gouvernement lui-même, il consomme l'électricité, il ne paye pas. Il ne fait que renvoyer à demain. Eneo lui-même, qui a promis à ses actionnaires de lui apporter une rentabilité forte, lui-même se retrouve dans une situation où il ne s'en sort plus financièrement. Il vient de prendre des engagements à Nachtigal de payer 10 milliards. Il regarde ici que mais s'il reste, il ne va plus faire de profit. Il va perdre l'argent de ses investisseurs. Donc, il était obligé de trouver une solution pour quitter le bateau, le bateau qui prenait de l'eau déjà. Qui prenait de l'eau et garantir l'argent qu'il a promis à ses investisseurs. Donc, c'est comme ça qu'il vient nous demander les 78 milliards. On était dans une situation où, donc, comme lui-même, il n'a pas d'argent, il ne paye pas ses fournisseurs. Ces fournisseurs eux-mêmes ne payent, donc, ils ne payent pas ceux qui lui font les barrages de Kribi et tout ça. Et eux-mêmes, les barrages de Kribi ne payent pas la SNH qui leur fournit le gaz. Donc le système était complètement désorganisé. On arrivait dans un système où, si ça reste comme ça, celui qui va prendre le coût final, c'est l'État. Cela ouvre donc la voie l'État. à une réforme en profondeur du secteur. Dites-vous. Oui, cela ouvre la voie. Je dis, on doit être plus ambitieux. Racheter, c'est un premier pas. Et on doit le réorganiser complètement. Pas se limiter et le restructurer. On nous a amené des schémas qui sont adaptés aux pays anglo-saxons. On n'est pas obligé de continuer avec les mêmes schémas. Mais on doit avoir une obligation de résultat, de rentabilité. D'accord. Et mon propos ne concerne pas que l'électricité. Tout à fait. Je vois le même désordre dans le secteur des télécoms. Il est inadmissible que le Cameroun soit en retard au niveau de l'Internet, au niveau de la téléphonie. Je veux voir la réorganisation de tous ces secteurs. Ok, d'accord. Et- Dites-nous, revenons sur votre feuille de route. Vous-même, si vous étiez aujourd'hui conseiller du gouvernement, quelles seraient vos 3 priorités pour remettre la filière énergétique sur les rails? Réforme juridique, orientation des investissements, correctif immédiat sur Eneo et Nachigal. Le point d'interrogation. Non, disons, il y a plusieurs axes. Il faut d'abord faire un zoom pour voir quelle est la situation d'ensemble du secteur et voir les forces, les faiblesses et ce qu'on peut y remédier. C'est à partir de ça que vous faites un plan de restructuration qui concerne tout le système. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails Tout à ici, fait. mais c'est le type de travail que nous, on aime faire. D'accord. Et ce travail doit être fait pas seulement là-dedans. Dans l'électricité. Et dans l'électricité, dans Les télécoms, oui, dans tous les autres. Et l'autre chose qui me révolte aussi, Angélbert, Dites-nous. quand j'étais enfant dans ce pays, au niveau des trains, on avait des trains couchettes, on avait le train qui partait de Mbanga Kumba. Il y avait au moins 2-3 trains sur Douala Yaoundé. Il y avait même Gonetenga dans la il y avait tout ça. Aujourd'hui, quand je veux aller à Douala, on me dit qu'il y a un train, je crois, le matin. Après, on attend le lendemain. Il est inadmissible que 40 ans plus tard, qu'on ait ce type de situation et que l'État n'ait rien fait pour moderniser ce secteur qui est gravement malade, lui aussi. Une économie est basée sur la fluidité. Si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas de moyens de transport, pas d'électricité, vous ne pouvez pas créer la richesse. Pas Donc, d'avion, pas de train, pas de bateau. pas de bateau. Et c'est là que je me dis que le Cameroun, pour les prochaines années, doit redevenir un grand chantier. D'accord. On a le potentiel, on a tout. On peut nous relancer et rattraper notre retard. D'accord. Alors, revenons un peu sur la transparence et la responsabilité. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête, un audit international ou un simple recadrage administratif pour faire la lumière sur ces dossiers
Est-ce que l'opinion publique a été correctement informée? Comment restaurer la confiance des citoyens? Non, je pense qu'un audit serait insuffisant pour régler les problèmes qu'on a mentionnés. C'est dans le cas de Nachtigal ou du rachat de Neo. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un État au Cameroun qui fonctionne encore avec la logique et avec les instruments des années 60. Dans un monde qui a évolué, qui est plus complexe, on a un gouvernement qui est trop large, qui est resté manuel, qui est resté. Il n'y a pas de digitalisation. Toutes les entreprises, tout reste. On écrit encore avec le BIC. On écrit avec le BIC. L'État n'est pas efficace du tout. À des endroits, il y a encore la machine à taper. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas organisé pour bien gérer l'investissement public dans un monde moderne et complexe. Quand vous voyez, il y a une bureaucratie énorme pour faire avancer le moindre projet ici chez nous. Ça passe par tous les maillons, mais on n'est pas organisé pour avoir une vision claire. 2, prendre les décisions par rapport à la vision qu'on a décidé où est-ce qu'on veut aller. 3, mettre en place les ressources et les hommes qu'il faut pour atteindre les résultats. Et 4, sélectionner les gens au mérite et sanctionner. Tant que vous n'avez pas ces mécanismes en place, même si vous faites un audit, l'audit va montrer qu'il y a telle insuffisance, mais en l'espèce, les erreurs ont été commises en amont. Je vous ai parlé de AES qui était déjà venu ici, qui n'était pas spécialisé dans le secteur, et quitte le Cameroun après avoir pris un crédit auprès de la Proparco et de la SFI de plus d'une centaine de milliards, en disant qu'il va investir. Il n'investit pas. Bon, ça fait depuis 2014. Est-ce qu'un audit va aller... Bon, on a signé un contrat qui laissait AES sortir de la concession sans obligation et sans incident. Est-ce qu'on peut revenir 14 ans plus tard depuis... Est-ce qu'en 2025, on peut revenir en arrière pour dire à AES, mais où est l'argent que vous aviez emprunté pour investir dans le secteur de l'énergie au Cameroun? Bon, de même, quand on regarde aujourd'hui l'accord avec Actis, on a déjà signé. Et il y a d'autres dysfonctionnements. On a créé des structures comme la Sonatrel. L'État n'a pas mis dans le budget tous les ans les ressources nécessaires pour construire les infrastructures. Comment un audit va résoudre ça? On a multiplié des barrages sans avoir en place les lignes de transport. Et donc, on s'est endetté, on rembourse des dettes sans que la population ait accès à plus d'électricité. Comment un audit rattrape tout ça? Donc, en fait, c'est un problème systémique, mais ça commence par le fait qu'il faut faire un zoom et puis dégager et puis voir comment on avance. Et les problèmes, c'est à plusieurs niveaux. Eneo part avec des dettes. Au niveau commercial, au niveau technique et commercial, il y a des pertes énormes dans le circuit. Les gens qui ne payent pas. Les équipements sont vieillissants. Il faudra trouver de la ressource. Au niveau de la production, je pense qu'on n'a pas payé certains fournisseurs depuis longtemps qui sont en difficulté, qui risquent de faire faillite. Donc, régler le problème par un petit bout ne suffira pas. D'accord. Alors, revenons sur vous. Quel message adressez-vous directement aux responsables qui ont piloté ces opérations? Le Cameroun peut-il encore rectifier le tir? Et quel est le risque si rien ne change? Disons, je ne sais pas quel message je peux leur adresser. La situation est là. On a fait confiance à une équipe. Bon, on attend de voir ce qui va sortir de là. Je vous ai donné les grandes lignes. Le risque aujourd'hui, c'est... l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on réorganise tout ça pour redonner l'électricité à un coût raisonnable à la population. Très bien. Alors maintenant... Et
Et les gens ne mesurent pas le coût de l'absence d'électricité pour les entreprises au niveau agricole, au niveau des entreprises, de services et autres. Donc c'est un problème qu'il faut résoudre de manière urgente. Très bien. Maintenant, aux citoyens, qu'est-ce que les Camerounais doivent véritablement retenir de cette affaire? L'alerte, l'avertissement ou alors l'opportunité de refondation? De quel... De ce marasme, de ce que vous décrivez. Non, je pense que quand je regarde mon pays aujourd'hui, il a atteint un point tellement bas sur le plan économique, sur le plan social, au niveau du retard sur les infrastructures que je pense qu'on a atteint le fond et que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui constituent une opportunité de refondation de notre pays pour remettre en place des politiques capables de créer de la richesse, de créer des emplois pour notre population. Donc, dans tout ce dont on parle dans l'électricité, c'est dans tous les domaines que je veux voir mon pays changer. Tout à fait. On doit remettre le Cameroun, pour le septennat qui commence, on doit remettre le Cameroun en chantier. Et nous, en tant que citoyens, nous avons l'obligation d'être plus exigeants. C'est-à-dire, on doit exiger d'avoir de l'eau, on doit exiger d'avoir des routes, on doit exiger d'avoir du travail, on doit exiger d'avoir une vie moins chère. C'est sur ça que le prochain... Et on veut que nos jeunes, qu'ils aient des emplois, qu'ils ne veuillent pas tous aller à l'étranger. C'est sur ça qu'on va juger l'action du gouvernement. D'accord. On va aller du côté de la régie pour respirer un peu, boire un verre d'eau avec une belle sonorité musicale. Et puis on revient maintenant sportif qui vous invite. De même, il faut savoir que demain toujours, lorsqu'il sera 8 heures, demain matin, il y a donc l'hôtel NKJ qui organise une séance de fitness, danse et aquagym demain à partir de 8h et ce jusqu'à 10h. C'est au NKJ Hôtel. Vous enfilez donc vos joggings, vous lancez vos baskets et vous rejoignez les autres de 8h à 10h demain au NKJ Hotel pour une séance sportive pleine d'énergie. Il faut donc profiter des vagues de la grande piscine de cet hôtel. Il faut donc dire que c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est pour le personnel de l'entreprise, c'est pour les auditeurs, c'est pour les auditrices, c'est pour les téléspectateurs également. C'est pour toutes les populations. Rendez-vous donc au NKJ Hotel situé à Nkwaban. Il faut donc dire que c'est situé à 1800 mètres du carrefour Nkwaban avant la station Blessing. C'est demain. Moi j'y serai, je vais me rendre là-bas avec mon épouse. Tous les deux en jogging pour cette séance de fitness, danse et aquagym. Demain, retour donc sous l'arbre à palabre radiophonique avec notre invité Eugène Nyambal qui est donc avec nous et avec qui nous allons aborder une partie très importante du budget 2026 dans ses orientations stratégiques. D'abord, la préparation du budget 2026 avec cohérence, en cohérence avec le discours d'investiture du président Paul Biya. Eugène Nyambal, le chef de l'État, a donc donné des axes clairs lors de son discours investiture. À votre avis, le cadrage budgétaire 2026 reflète-t-il réellement ses priorités ou alors est-ce qu'on observe un décalage entre les intentions politiques et les arbitrages technocratiques? Dites-nous. Disons,
Le discours d'investiture du chef de l'État intervient dans une conjoncture dans laquelle les finances publiques du Cameroun sont en mauvais état. Nous sommes dans une situation assez difficile avec la crise post-électorale, avec une inflation qui est forte. Maintenant, quand je regarde, et ce qui fait qu'il sera difficile de mettre en œuvre le projet du chef de l'État. Parce qu'on a une contrainte en termes de ressources. Qu'est-ce que je veux dire? D'une part, le président a fait la promesse de mettre l'accent sur l'appui aux jeunes et aux femmes, sur la relance des infrastructures et je pense également sur le recrutement sur la reprise. Je pense que c'est des doctorants, des gens qui devaient la réouverture de la filière pour les gens qui font le doctorat. Donc quand je regarde tout ça maintenant, je regarde de l'autre côté le budget, on se rend compte que le budget 2026 sera beaucoup plus difficile que celui de 2025. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, on aura des échéances au niveau du remboursement de la dette extérieures qui sont énormes, qui sont importantes. Et la deuxième chose, c'est que la conjoncture, s'il n'y a pas d'amélioration au niveau du cadre sociopolitique, risque de ralentir l'activité et par conséquent les ressources qui peuvent alimenter le budget. Maintenant, quand je le prends, le budget proposé tourne autour de 7 700 milliards. Et sur le budget de 7 700 milliards, on se retrouve dans une situation où les besoins de financement sont de l'ordre de 2 300 milliards. C'est-à-dire qu'on a un budget où il faut faire face aux dépenses de fonctionnement, aux dépenses d'investissement et au remboursement de la dette. Et quand on regarde tout ça, on doit trouver plus de 2 300 milliards par les emprunts, par des financements divers. Ce qui est énorme, c'est-à-dire plus de 30% du budget. Et quand on analyse de manière plus détaillée, on se rend compte qu'au niveau des recettes, elles sont quasiment en recul. Il n'y a pas grand-chose. Et si la crise perdure, c'est-à-dire avec les problèmes qu'on a dans le Nozo, d'une part, dans tout le Grand Nord, on risque d'avoir une situation budgétaire plus difficile au niveau de la collecte et des recettes, au niveau de la fiscalité et même des droits de douane. On remarque également que les recettes pétrolières ont baissé. Maintenant, nous avons des contraintes au niveau des recettes douanières parce qu'on a signé des APE. On a signé des APE qui donnent une exonération aux importations en provenance de l'Union européenne. Ça fait que quand on consomme ici, la plupart des biens qu'on consomme à Carrefour un peu partout, on est en train de financer des emplois et la création de richesses en Italie, en Espagne, un peu partout. Et on se retrouve dans une situation où, étant donné que la base taxable est faible et qu'il n'y a pas assez de recettes douanières, on doit recourir soit à une hausse supplémentaire des impôts et taxes, soit au crédit auprès du FMI. Donc, à ce niveau, le constat est simple, c'est que la base taxable, c'est que l'appareil productif du Cameroun s'est rétréci. C'est-à-dire qu'il s'agisse du secteur agricole, industrie et services, on n'a pas réussi à développer l'économie, à diversifier l'économie pour avoir une base taxable forte. Très bien. Alors, quels ajustements structurels devraient être intégrés d'urgence dans ce budget pour qu'il devienne un véritable instrument d'exécution du programme présidentiel et pas un simple exercice comptable? Dites-nous. Oui. Il faut complètement restructurer tout
ce qui est en haut qui concerne... Non, il y a plusieurs choses. Un, il faut réduire le train de vie de l'État. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir un gouvernement de 65 membres, là où la plupart des pays sont autour de 25-30. Donc, on peut faire des économies à ce niveau. Maintenant, le budget en lui-même, la structure du budget du Cameroun, elle n'est pas orientée vers la création de richesses et vers même la protection de la population. Je m'explique. Le gros des ressources du budget du Cameroun est consacré au fonctionnement et au service de la dette. Ça fait qu'il reste très peu d'argent pour investir dans l'avenir, c'est-à-dire sur les routes, sur l'électricité, télécom, sur le développement de l'agriculture, des industries et tout ça. Il ne reste pas assez d'argent. La deuxième chose, le budget du Cameroun est très faible par rapport aux secteurs sociaux, éducation, santé. Donc, on a choisi une structure du budget où on consomme. Et quand je regarde le budget de fonctionnement, là-dedans, le gros des postes, le poste biens et services, frais de mission, séminaires, véhicules, tout ça, on a choisi de mettre l'argent là-dedans. On met également là-dedans et on met également de l'argent au niveau de la commande publique, par exemple, au niveau des marchés publics. On n'utilise pas suffisamment les marchés publics pour soutenir l'économie, c'est-à-dire encourager les entreprises de production. Si on dit par exemple qu'on veut faire de l'import-substitution, on devrait, je prends des secteurs comme le bois, on devrait dire, OK, dorénavant, toutes les fournitures en bois de l'administration camerounaise, elles seront locales. Ça permet de faire grandir ces entreprises. Malheureusement, on utilise la commande publique aujourd'hui pour redistribuer la rente, c'est-à-dire donner des contrats aux uns et aux autres. On doit utiliser la commande publique pour organiser l'économie. Et également, on doit réduire les coûts liés, par exemple, en matière de biens et services, où on dépense beaucoup plus que les pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et au niveau de l'endettement, on ne doit plus s'endetter pour financer la dette existante. L'objectif, c'est de, quand vous réduisez le temps de la taille du gouvernement, quand vous restructurez les différentes structures du budget, l'objectif, c'est de dégager de la ressource pour pouvoir injecter dans les secteurs sociaux comme l'éducation, dans la santé, pour pouvoir injecter afin de soutenir les priorités du chef de l'État telles que les jeunes et les femmes. Et quand je regarde le budget de 2026, je vois que, il y a une contrainte au niveau des recettes, où la base taxable, elle est faible, et ça va nous amener à mettre plus d'impôts aux mêmes structures on risque de voir la disparition de beaucoup de structures. Parce que quand la pression fiscale est forte, ces entreprises, l'argent qu'elles devaient investir et créer des emplois, elles payent en impôts, on ne crée pas d'emplois. Donc il faut élargir l'assiette et réorganiser complètement, essayer d'identifier de nouvelles niches. Et ça, il y a des solutions. Au niveau de la dépense, faire les mêmes efforts. Maintenant, l'autre point faible du Cameroun, en dehors de la mauvaise qualité de la dépense, c'est que le budget d'investissement, on ne sait pas gérer le budget d'investissement. D'accord. Et ça me ramène au rachat d'Eneo. Tout à fait. Ça me ramène à tous les barrages et tout ce qu'on est en train de faire. Okay. Est-ce que vous savez que, par exemple, l'argent qu'on a donné à Eneo, ce sera inscrit comme investissement du Cameroun, alors que c'est parti. C'est comme si on avait construit une école. D'accord. Alors, revenons un peu sur la discipline budgétaire et la gouvernance publique. Le pays souffre traditionnellement de dérapage budgétaire et d'exécution partielle. Vous l'avez mentionné. Quelles garanties pouvons-nous raisonnablement attendre pour que le budget 2026 ne devienne pas, comme souvent, un catalogue d'intentions? Ce n'est pas un travail qu'on peut faire en quelques mois. Il y a un problème structurel
au Cameroun, c'est que le Cameroun fonctionne un peu comme un être schizophrénique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il définit une trajectoire, il dit voici où je veux aller. La vision 2030 de développement. Mais toutes les actions qui sont prises ne vont pas dans cette direction. C'est-à-dire, en clair, quand vous me dites qu'il ne faudrait pas que le budget ressemble à ce qu'on a connu auparavant, on a décidé d'une trajectoire. On a dit on va devenir un pays industrialisé. On va avoir un taux de croissance de 7%. Bon, maintenant, quand vous regardez ça, vous regardez l'ensemble de la machine gouvernementale. Dans la plupart des cas, il n'y a aucune politique sectorielle. C'est-à-dire qu'on a un problème de ramassage d'ordures, par exemple. On a un problème de logements sociaux. On a un problème au niveau de l'énergie. On ne voit pas comment le gouvernement camerounais s'est assis pour se dire, OK, comment je mets face aux problèmes dans les logements sociaux, face aux problèmes des villes. Voici ma nouvelle politique de modernisation des villes. Voici la nouvelle politique au niveau de l'agriculture où, aujourd'hui, on importe l'essentiel de ce qu'on consomme. C'est-à-dire l'huile de palme, les oignons, le riz et tous ces produits. On ne s'assoit pas pour se dire, bon, voici les problèmes, voici les politiques publiques qu'on va mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Bon, une fois qu'on a défini ces politiques publiques, c'est là qu'on passe dans la troisième phase sur l'allocation des ressources. C'est là qu'on doit adopter un budget pour se dire, OK, comme on a décidé d'avoir une nouvelle politique au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé, au niveau de tous les autres secteurs, on va mettre l'argent tous les ans pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Par exemple, dans la santé, par exemple, dans l'électricité. Tous les ans, on met de l'argent dans le budget santé ou éducation pour atteindre les résultats qu'on s'est fixés sur les 5 prochaines années. Non, ce n'est pas comme ça que le gouvernement fonctionne. La manière dont le gouvernement camerounais fonctionne, on fait des arbitrages et on fait une allocation des ressources qui n'a rien à voir par rapport aux objectifs de développement qu'on s'est fixés. Et pire encore, on a dit qu'on veut faire la SND 30, on va développer les secteurs prioritaires. Ça veut dire qu'on peut donner même des facilités fiscales et tout ça, mais on entre dans les programmes d'ajustement du FMI. Or, le FMI, lui, il est venu collecter l'argent pour qu'on puisse rembourser la dette extérieure. Donc, si vous voulez donner des exonérations pour, par exemple, développer le secteur de la pisciculture et autres, ils vont vous dire non. Il faut éliminer toutes les exonérations. Donc, on est dans une trajectoire où nous, on veut aller vers la SND 30 et on a une interférence d'une organisation qui, elle, veut récupérer la dette. Je ne veux pas dire que son rôle est essentiellement nocif. On a besoin du FMI de manière temporaire pour aider à résoudre certains problèmes. Mais je souligne simplement les contradictions. Je dis simplement que dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour que le budget 2026 ne soit pas comme les précédents, c'est qu'il y a des changements structurels à faire. Tout à fait, je vous relance là-dessus. Le chef de l'État insiste sur l'efficacité administrative. Alors, où se situe aujourd'hui la rupture? Avez-vous identifié des secteurs budgétivores qui continuent d'échapper à toute rationalisation? Je ne comprends pas très bien la question. Donc, sur la rationalisation de... Voici la question. Oui. Le chef de l'État a insisté sur l'efficacité de l'administration administrative. Alors, où se situe la rupture aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez identifier des secteurs budgétivores qui continuent à échapper justement à toute rationalisation? Non, je pense que c'est l'ensemble de l'État camerounais aujourd'hui qui échappe à la logique d'efficacité de l'État. On a un gouvernement pléthorique. 2, quand vous regardez notre gouvernement, le gros des dépenses dans le budget, une fois qu'on a adopté le budget, l'essentiel est utilisé au niveau du budget de fonctionnement. Et même,
Après, on peut faire quelques séminaires, on s'arrête à Yaoundé, aux grandes villes. Et il y a très peu, que vous preniez le ministère de l'Agriculture, de la Santé, de l'Éducation, tous les... Un, c'est énorme, c'est budgétivore d'avoir un gouvernement de 65 membres. Et deux, en termes d'efficacité, le gros de la ressource au Cameroun est absorbé dans le budget de fonctionnement. C'est-à-dire que souvent, on peut créer, par exemple, on dit l'agence de mise à niveau des entreprises. On dit telle agence. Quand vous regardez le budget qu'on a voté, il suffit, où on dit la norme, l'agence de normalisation. Quand vous allez de près, vous imaginez que les allocations budgétaires permettent de payer les salaires, de faire tourner la machine, mais il y a très peu d'argent pour faire le travail efficace sur le terrain qui a un impact sur la population. Donc c'est une remarque transversale qui concerne tous les ministères. Le troisième niveau d'absence d'efficacité, c'est que, on recrute, il n'y a pas de profil de recrutement dans la fonction publique. Il y a une inadéquation entre les ressources humaines et les besoins des administrations. 4, le fait que ce ne soit pas digitalisé, le fait que tous les traitements soient manuels, ça encourage l'inefficacité et la corruption. 5, le fait que, vous voyez, quand je regardais, par exemple, le programme de Sonko au Sénégal, le fait que, par exemple, une fois qu'on a exécuté le budget, la loi de règlement, elle n'est pas toujours faite à temps, mais j'ai vu qu'au Sénégal, là-bas, on a fait un système où chaque ministère doit faire un rapport sur l'exécution de son budget. Comment il a utilisé pour renforcer la redevabilité. Tout ça avant même qu'on aille vers la loi de règlement. Donc, en clair, aujourd'hui, vu la manière dont on a un État qui date des années 60, qui est en train de gérer les problèmes de 2025. Il faut la réforme de l'État, la réforme administrative, elle est essentielle dans notre pays pour avoir plus d'efficacité. Le dernier point, c'est que quand je regarde le Cameroun, les Camerounais ne voient pas comment la France est en train d'étouffer aujourd'hui par le fait qu'il y a des coûts d'administration du pays qui sont énormes. C'est-à-dire que quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, on a d'abord pris le système centralisé des Français, avec l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Ça, c'était le système napoléonien français, d'un État centralisé. On a mis là. Ensuite, on s'est dit, mais la décentralisation, il faut donner un peu de force au niveau des entités locales. Dans notre Cameroun, dans notre pays, on a ajouté le conseil régional, on a ajouté et municipal. Donc, on a des niveaux d'administration qui sont tellement élevés que il faudra, quand on doit réformer l'État, les principes auxquels je crois, il faut une forte décentralisation. Il faut déjà faire un audit pour réduire les coûts d'administration du pays. Vous ne pouvez pas avoir les gouverneurs, les présidents de conseil régional, tout ça, ça absorbe des ressources. Et quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, le gros des ressources est consommé par l'administration, l'État central. Il donne très peu aux entités décentralisées. Et il reste très peu de ressources pour travailler dans les secteurs qui ont un impact direct sur la population. C'est-à-dire faire que l'école marche, faire que les dispensaires marchent, faire qu'il y ait des routes. Donc le gros des ressources est consommé par la bureaucratie au Cameroun. Donc quand vous avez cette bureaucratie, vous ajoutez en haut un gouvernement pléthorique. En fait, c'est la population qui est au service de l'État et non l'inverse. Donc c'est cette révolution qu'il faut faire, réduire les niveaux d'administration, faire une véritable décentralisation. Le Cameroun ne peut bien fonctionner que si on injecte la ressource, si on donne du dynamisme à nos 10 régions. Ça va permettre qu'on développe la production dans les régions. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on importe le riz, le poisson, les oignons, et tous nos jeunes quittent les campagnes pour venir en ville. Ceux des villes vont à l'étranger. Si on ne fait pas une véritable décentralisation avec un programme d'infrastructure pour que les produits de nos villages alimentent nos villes,
créer des emplois, on ne peut pas s'en sortir. On est dans un système que j'appelle schizophrénique, qui est complètement déstructuré, où la consommation des villes camerounaises, Douala et Yaoundé, qui reçoivent le plus de revenus au Cameroun, elle est orientée vers l'étranger. On consomme vers l'Union européenne, on achète les oranges au Nigeria. Même les allumettes. Oui, on achète le riz. On achète ça, on achète, importe le riz, 200 milliards. Le blé, plus de 170 milliards. Le poisson. Bon, si on avait un programme pour recréer cet écosystème dans nos zones rurales, ça permettrait que les gens qui puissent vivre là-bas de manière décente, sachant que quand ils produisent, leur production est transformée et transportée vers les zones urbaines. Très bien. Et quand on fait ça, on est en train d'endetter, la manière dont on fonctionne aujourd'hui, notre système est orienté vers le surendettement du Cameroun. Parce que comme on ne développe pas la production locale, les zones rurales sont désorganisées, on consomme tout. Ça fait que plus de 2000 milliards au niveau là-bas de déficit commercial. Quand on consomme ici, on est en train de créer des emplois à l'étranger. Donc il faut complètement tourner le dos à ce système. Revenons un peu sur l'intégration des femmes et des jeunes dans le circuit décisionnel de notre pays. Le discours présidentiel évoque l'inclusion, notamment celui de l'investiture du président Paul Biya, évoque alors l'inclusion et la relève. Or, dans l'architecture budgétaire actuelle, où trouve-t-on des lignes ou des programmes clairement dédiés à la promotion des jeunes et des femmes? Donc, je n'ai pas le budget. Est-ce que vous pensez que l'État accorde encore aux jeunes et aux femmes un rôle symbolique, plutôt qu'opérationnel dans la gestion du pays? Qu'est-ce qui pourrait faire basculer vers une participation réelle? Non, moi, quand je regarde la place des femmes et des jeunes dans notre pays, elle est capitale. Et elle doit être promue et encouragée de manière forte. Moi, j'aimerais voir plus de jeunes et de femmes dans la vie politique, dans la vie publique, dans la vie économique, l'entrepreneuriat, dans la vie sociale, dans la vie culturelle. Et par rapport à cela, il nous appartient de créer un environnement pour que les jeunes, les femmes soient plus participatives. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, j'aimerais voir dans tous les domaines d'activité. Vous savez que quand vous donnez les opportunités, la femme, c'est le socle de la société. Quand vous encouragez la femme, vous lui donnez l'éducation, et tous les enfants, les prochaines générations ont des chances d'être mieux encadrés. Et même quand vous regardez nos villes, nos villages, la femme joue un rôle essentiel. Même quand l'homme n'a pas de travail, c'est la femme qui est l'agent économique principal. Donc, et de même, je dis aux jeunes également qu'ils ne doivent pas être spectateurs de leur avenir. Ils ont leur rôle à jouer. Donc, par rapport à ça, il y a des réformes à faire. Il y a le code de la famille, par exemple, qu'il faut modifier. Il faut, au niveau de... Bon, je ne suis pas partisan du discours sur la parité automatique homme-femme. Je dis simplement qu'il ne faut jamais faire de la discrimination vis-à-vis d'un individu en raison de son genre ou de sa religion. Très bien. Moi, je veux voir, les femmes et les hommes les plus brillants doivent être promus. Bon, maintenant, comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire par la loi, par une loi qui les encourage, par leur implication dans les sphères de décision politique et au niveau de la gestion de nos entreprises. Ça peut se traduire par l'encouragement de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et j'ai vu beaucoup de pays où moi-même j'ai aidé à mettre en place des programmes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il ne faut pas le budget seul ne suffit pas. Le budget donne un signal sur l'engagement du gouvernement à être sérieux par rapport à ses engagements. Bon, lorsque je regarde ce budget, bon, j'ai pas les lignes détaillées,
Mais j'aurais souhaité qu'on réduise certains. Je vois que le poste biens et services, frais de mission, séminaires, véhicules, bons d'essence a augmenté. J'aurais préféré que sur des postes comme ça, qu'on fasse des prélèvements pour créer un peu plus d'espace sur le financement des programmes de jeunes et de femmes. Le dernier point, c'est que la faiblesse du Cameroun, c'est que nous pensons toujours que quand il faut résoudre un problème, on a uniquement et essentiellement recours à la ressource publique, au budget de l'État. En clair, le budget de l'État, si on a mis 100, on devrait créer autour un effet de levier pour mobiliser d'autres ressources afin d'aider à mettre en place des programmes solides pour encourager les jeunes et les femmes. Et j'ai vu beaucoup de nos ministères ici, je ne vais pas citer les noms, on a tendance à fonctionner toujours sur fonds propres. Quand je vais en Afrique de l'Ouest, je vois que la plupart des gouvernements, quand ils ont la ressource, ils essaient de voir comment ils peuvent mobiliser un peu plus. Et la conséquence directe chez nous, c'est que comme on fonctionne uniquement sur ressources propres et que les ressources sont limitées, souvent on a de l'argent, on fait des effets d'annonce, on dit par exemple, on va encourager les entreprises, on met un peu d'argent qui va essentiellement vers le budget de fonctionnement. Et on n'a pas d'impact direct. Justement, oui. Revenons là-dessus, surtout sur l'efficacité. Allons sur l'efficacité de la dépense publique. Oui, par exemple, on avait dit aussi qu'on va faire l'import substitution. Bon, quand vous voyez, il y a eu un effet d'annonce, mais ça ne s'est pas traduit en termes d'efforts budgétaires et en termes de nouvelles stratégies. Alors, allons sur l'efficacité de la dépense publique, puisque vous êtes de plein fouet. Au-delà de l'allocution, c'est de l'allocation, bien sûr, c'est l'exécution qui pose donc problème. Et quels sont, selon vous, quels mécanismes concrets faut-il renforcer pour éviter les lenteurs, les blocages administratifs et les fuites dans les circuits d'exécution du budget? Ça, c'est la question. Ça, c'est ma question. Mais c'est ce que je vends aux États. Est-ce que je dois... vous devez dévoiler, bon d'accord. Non. Sautons dessus alors. Non. Sautons dessus, ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas... Tout le processus de gestion de l'investissement public au Cameroun, il a des défaillances. Déjà au niveau de la maturation des projets. On est des pays où... Vous voyez, dans des pays qui fonctionnent normalement, quand vous allez en Asie, quand vous allez en Éthiopie ou dans des pays comme le Rwanda, c'est le gouvernement qui, à partir de son plan de développement, développe une liste. Donc, c'est le gouvernement éthiopien. Quand j'y étais dernièrement, j'ai vu que à partir de leur plan de développement, ils ont développé une liste de projets prioritaires. Par rapport à ça, ils ont convoqué, la primature a convoqué l'agence de promotion des investissements. Ils ont organisé un grand séminaire sur à peu près 4 jours où on a invité tous les bailleurs de fonds potentiels, publics ou privés. La SFI, les Chinois, les Indiens, la France, l'Union européenne, en disant, et de manière détaillée, ils ont dit, voici ce qu'on veut faire au niveau des infrastructures. On veut construire tel nombre de barrages. Au niveau des routes, on veut construire telles autoroutes. Au niveau des écoles, ainsi de suite. Donc, il y avait une liste avec des budgets précis. Et quand je regarde mon pays, c'est la démarche inverse. Où, en fait, quand je regarde la démarche des Éthiopiens par rapport à la nôtre, chez nous ici, nous subissons l'investissement public. C'est-à-dire qu'un Camerounais peut aller en Turquie ou un Turc ou un Chinois vient ici et il dit j'ai un projet de pâte à papier. On demande ça coûte combien ou j'ai un projet de logements sociaux. Il dit bon ça coûte 800 milliards. On commence à courir, aller chercher des financements. C'est-à-dire on n'a pas préparé un écosystème qui doit accueillir cet investissement. Du coup, on investit, par exemple pour les logements sociaux, on oublie que on n'a même pas encore trouvé les sites sur lesquels ils seront construits. On n'a rien préparé. Même l'industrie qui va soutenir tout ça, rien n'est... Donc, en clair,
on est victime de l'improvisation dans le choix des entreprises publiques. Donc, problème de maturation de projet. Maintenant, la deuxième chose, c'est au niveau de l'exécution des projets. Quand on le fait de manière dispersée, c'est nos ministères ont un inconvénient aujourd'hui, c'est que leur capacité à préparer et à suivre les projets d'investissement public est faible. On se retrouve dans une situation dans laquelle ils sont avec une multinationale, ils n'ont pas les capacités, ils négocient et on a des projets comme Nachtigal qu'on a aujourd'hui. Donc, tout ce système de maturation, exécution, suivi de contrôle qualité et puis restructuration des projets quand ça ne va pas, tout ce système est défaillant. Il faut réorganiser cela et comprendre qu'une administration large qui n'est pas digitalisée, qui n'a pas les ressources nécessaires qu'il faut, ne peut pas bien exécuter le budget budget d'investissement et surtout, s'il n'y a pas de mécanisme de suivi et de sanctions clairs, on n'ira nulle part. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur l'actualité politique et même géopolitique mondiale. L'Afrique est redevenue un espace de compétition intense entre grandes puissances. Comment le Cameroun doit-il naviguer dans cette nouvelle géopolitique? C'est la question. Le multilatéralisme classique est-il encore adapté? Comment éviter d'être simple terrain d'influence? La question que vous posez ne concerne pas que le Cameroun. Elle concerne l'ensemble de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a un défi aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde en pleine mutation. C'est-à-dire l'émergence d'un monde multipolaire dans lequel l'Afrique doit trouver sa place. Malheureusement, il n'y a aucune réflexion au niveau des élites intellectuelles et politiques pour savoir comment mieux positionner l'Afrique. Je m'explique. On est dans une situation aujourd'hui où l'Occident a dominé le monde depuis la fin du XVe siècle. Quand ils ont découvert la navigation, ils sont allés à la conquête des autres continents, ils ont fait l'esclavage, la colonisation, et la population de l'Afrique était moindre. Et une fois qu'ils ont fait ça, on a eu plusieurs empires français, anglais, et il y a un ordre nouveau qui a été mis en place en 1945 par les Américains, qui a créé le FMI, la Banque mondiale, parce qu'ils ont appris les leçons des anciens empires en se disant que si vous avez un système de domination où vous avez des gouverneurs et des préfets dans les territoires, les dominés vont se révolter. On a créé un système international qui vous fait croire que c'est un système mondial dans lequel tout le monde joue à part égale. Oubliant que quand vous avez toutes leurs institutions, à l'ONU, il y a quelques pays qui ont le droit de veto. Les membres permanents. Au FMI, sur les 199 pays membres et à la Banque mondiale, un seul pays a le droit de veto pour qu'on vous donne des crédits ou pas. C'est-à-dire que si les États-Unis décident qu'on ne donne pas de crédit au Cameroun, et les 188 autres pays sont d'accord, vous n'aurez pas de crédit. Ils ont mis en place l'OMC pour ouvrir les marchés. Donc ça c'était, et c'est avec cet ordre qu'on nous a amené le discours sur la mondialisation, qui arrive aujourd'hui à terme, qui a affaibli. Aujourd'hui, on a eu une deuxième force, une force alternative qui émerge avec les BRICS, où on voit un retour des vieux empires, ce que j'appelle en fait le retour du monde qui existait avant le XVe siècle, où vous aviez les grands empires chinois, vous avez les grands empires ottomans, vous avez l'empire indien, vous avez l'empire perse. Tous ces vieux empires renaissent aujourd'hui en disant à l'Occident, non, nous ne voulons plus vivre dans la domination et nous voulons jouer à part égale avec vous. C'est dans tout ça c'est dans cet ordre que l'Afrique arrive. Et l'Afrique est aujourd'hui malmenée. Tantôt, on l'amène dans le sommet du G7, du G20, avec les Occidentaux,
en lui disant non, viens, reste dans notre giron. Et comme et de l'autre côté, quand il y a les réunions des BRICS, on voit que l'Afrique est de plus en plus attirée par les BRICS. À mon avis, on ne doit s'aligner ni derrière les BRICS, ni derrière le bloc occidental. On peut, de manière intelligente, utiliser les BRICS pour leur capacité à renforcer notre capacité à être autonome, à être indépendant, à sortir du joug qui nous a dominés jusqu'à présent. En clair, le monde moderne veut que l'Afrique aujourd'hui se positionne comme un pôle civilisationnel, autonome et indépendant des deux autres blocs. D'accord. Ça veut dire qu'on doit avoir des pays qui développent une souveraineté au niveau politique, une souveraineté au niveau économique, une souveraineté au niveau technologique. Bon, dans tous les domaines, on doit essayer de créer une Afrique qui devient souveraine, qui existe de manière autonome par rapport aux deux autres. Très bien. Et par rapport à ça, on nous a endormis avec les programmes. Dans toute l'Afrique aujourd'hui, les Africains restent convaincus que pour se développer, on doit rester dans les programmes du FMI. On oublie que le FMI est le bras séculier des Occidentaux pour nous maintenir sous contrôle. Parce que quand vous êtes sous programme avec le FMI, vous n'avez pas le droit de prendre des crédits auprès des tiers comme la Chine et les autres. Donc, pour revenir au Cameroun, quand on élabore nos politiques aujourd'hui, on doit élaborer des politiques qui nous ramènent vers la restauration de notre souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir de souveraineté politique si vous n'avez pas de souveraineté économique. Ça veut dire qu'on doit avoir des politiques qui nous amènent à produire ce que nous consommons, avoir une autonomie au niveau agricole, avoir une autonomie au niveau industriel, avoir une autonomie au niveau culturel. C'est-à-dire, on ne doit plus se sentir important parce qu'un Occident dit non, vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur Africain. Non, on doit exister par nous-mêmes, par notre culture. Et la dernière chose, vous ne pouvez pas être autonome si vous n'avez pas de souveraineté au niveau militaire, une capacité à défendre votre territoire et vos intérêts. Très bien. Alors revenons maintenant sur l'actualité sportive avec nos lions indomptables de football et l'Africa Foot. Ce sont des sujets d'actualité, notamment tout d'abord la débâcle des lions indomptables, la déroute actuelle choque vraiment l'opinion. Est-ce qu'il s'agit d'un simple accident sportif ou alors c'est un problème systémique? Le malaise vient du terrain, du vestiaire ou de la gouvernance? Dites-nous. Le problème du football camerounais, il est systémique. Je pense qu'il fallait être trop rêveur pour s'imaginer que le Cameroun pouvait aller en Coupe du Monde au vu des prestations qu'on a vues précédemment et au vu de la désorganisation de l'ensemble du système. Ce que le Cameroun vit aujourd'hui rappelle aux gens de ma génération ce qui s'est passé avec les Lions indomptables lorsqu'on a organisé la Coupe d'Afrique au Cameroun. On a été éliminé en demi-finale et il y a eu de la corruption et le président Ahidjo à l'époque, il a sévi. Il a demandé au nouveau ministre des Sports, Tony Mbok, d'aider à réorganiser de manière radicale le football camerounais. C'est comme ça qu'on a fait les choses suivantes. Tony Mbok est venu avec l'idée des Lions indomptables. Des Lions indomptables. On a réorganisé un championnat national fort qui faisait que l'essentiel des joueurs de l'équipe nationale. Et on a construit des infrastructures également. Donc on avait des équipes. On avait un gouvernement qui avait une vision, reconstruire le football camerounais. On avait une fédération à côté qui a aidé à organiser un championnat national fort. Et puis on a créé des infrastructures, le stade de la réunification et puis
le stade de Yaoundé. Bon, et c'est comme ça que on a reconstruit le foot. On est allé à la Coupe du Monde en 82. L'essentiel des joueurs du Cameroun provenaient des clubs locaux, du Canon de Yaoundé, Tonnerre et les autres. Et en supplément, on a pris ceux qui évoluaient à l'étranger. Je pense on a réussi à surfer sur ça parce que pendant longtemps, le football africain n'était pas organisé. Depuis lors, les autres nations qu'on trouvait faibles, elles ont modernisé, elles ont créé des écoles de foot, elles ont modernisé leurs infrastructures, alors que le Cameroun ne faisait que profiter de son talent naturel. On arrive dans une phase aujourd'hui où je regrette vivement les désordres qu'il y a eu. Le rôle du ministre des Sports n'est pas d'aller payer les hôtels, n'est pas d'aller s'occuper des questions logistiques. Le rôle du ministre, c'est d'aider à redéfinir le rôle et l'avenir du football camerounais. Comme l'ont fait, vous voyez que les Marocains sont en train de gagner aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que le Maroc a fait une étude de faisabilité comme celle qu'on fait dans le domaine économique pour dire, nous, on veut que le football devienne un domaine aussi rentable que l'exportation de matières premières. Le Maroc sort d'une suspension. Non, je ne parle pas de suspension. Non, je dis la démarche qui a été faite pour avoir la qualité qu'on a aujourd'hui. Ils ont évalué les systèmes de formation, les systèmes d'organisation du football en Europe, en Amérique latine, un peu partout. Et ils sont sortis avec un schéma. Et ils ont à peu près les mêmes structures que Clairefontaine. Ils ont réorganisé le foot. Ils ont professionnalisé le foot. Et ils l'ont réorganisé au niveau des minimes, des cadets et autres. Donc il y a des écoles, il y a un système de jeu, il y a une philosophie. Et on a créé des facilités dans les villes et un peu partout. Et ça donne les résultats qu'il y a aujourd'hui, où vous avez des générations de Marocains qui ont grandi ensemble et qui sont en train de fournir le beau football. Donc en clair, aujourd'hui, on est dans cette situation où le gouvernement, le ministère des Sports doit revenir avec... Excusez-moi. Il nous reste 9 minutes. Non. On doit laisser, en clair, laissez-moi. On doit laisser l'Africa-Foot faire son travail. D'accord, voilà. Revenons donc le gouvernement doit faire son travail de vision, d'organisation, et l'Africa-Foot doit faire le sien pour organiser le championnat, avoir des résultats. Alors, il nous reste 9 minutes pour 3 questions. Et chacune des questions aura 3 minutes pour la réponse. Essayons d'aller comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la FECAFOOT, et moi je vous rejoins. Revenons un peu sur l'élection à la Fédération camerounaise de football qui relance alors la polémique sur la gestion du football. Quel diagnostic portez-vous sur cette instabilité? Il s'agit d'un problème juridique, d'un problème moral ou alors organisationnel. Que faut-il? Une réforme ou une refondation? 3 minutes. De la FECAFOOT ou de l'ensemble? Tout à fait, de la FECAFOOT. Non, je pense que quand on regarde, Samuel Eto'o a été élu. Au début, il a annoncé un programme, mais il n'a pas eu le temps ou les moyens nécessaires pour mettre en œuvre son programme. S'il y a des défaillances au niveau de la FECAFOOT, en termes d'organisation, on peut les corriger. Mais ça va au-delà de la FECAFOOT. En fait, on doit avoir... le football ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de ressources financières, s'il n'y a pas d'organisation. Très bien. Donc, on doit créer un écosystème pour qu'il y ait plus de ressources à la disposition du football. D'accord. Et ça, c'est le rôle de l'État qui peut créer le cadre nécessaire. Maintenant, la FECAFOOT, en coordination avec la FECAFOOT. Étant donné justement l'argent public engagé indirectement dans le football, la FECAFOOT doit-elle être soumise à un contrôle plus strict? Est-ce qu'il faut un audit indépendant du football camerounais? Le sport doit-il rester autonome ou être régulé comme une politique publique? Deux remarques. Un, tant que le football camerounais reposera sur le financement public, il n'ira
Nulle part. Très bien. Parce que les ressources publiques sont limitées. Dites-nous. Regardez le championnat anglais et les grands championnats où on a réussi à injecter de la ressource privée en plus de la ressource publique. Vous comparez au football français, il a du mal à évoluer parce que souvent les clubs appartiennent aux municipalités et tout ça. Ils n'ont pas les moyens financiers pour ça. Et il faut un écosystème. Je vous dis, on peut faire une étude, un plan d'action pour développer le foot, comme on le fait pour l'énergie et les autres. L'État, au lieu de mettre uniquement essentiellement des ressources publiques, peut avoir un système d'incitation fiscale, un système où les gens peuvent contribuer au foot ou créer des entreprises de foot avec des exonérations fiscales, des facilités, favoriser la création de centres de formation et tout ça. Ça, c'est le premier point. Financement public seul, ça ne suffit pas. Deuxième point, est-ce que, étant donné que la FECAFOOT utilise l'argent public, est-ce qu'elle doit être auditée? Oui. Vous me suivez? Étant donné que la FECAFOOT utilise l'argent public, doit-elle être auditée par l'État? Oui. Bon, mais quand je réponds oui, je souhaite que cette exigence soit élargie aux autres structures qui perçoivent l'argent public. Si on donne l'argent à la FECAFOOT, on veut auditer les résultats, je dis oui. Bon, on a donné la concession à Eneo, à Orange. Est-ce qu'on a audité? N'est-ce pas? Ces structures utilisent l'argent public au fonds routier, à tous les autres. Si le gouvernement dit que la logique qu'il applique à la FECAFOOT, pour dire, étant donné que vous utilisez l'argent public, on doit vous auditer, moi je dis chiche, je dis chapeau. Donc ça veut dire que c'est le premier pas pour auditer toutes les autres structures économiques et sociales qui utilisent l'argent de l'État. D'accord. Dernière question, et puis on sort de cette émission. Comment redonner autorité, efficacité technique et prestige à nos valeureux lions indomptables? Est-ce qu'il faut une révolution culturelle? Est-ce qu'il faut réformer la formation, professionnaliser la FECAFOOT, moderniser le championnat? Du moins, quel choix prioritaire est-il nécessaire? Peut-être j'ai une déformation parce que je suis économiste. Allons-y. Il faut évaluer tout ça, avoir un plan d'action qui vise à réorganiser. Il faut un environnement économique où on n'utilise pas uniquement l'argent public. 2, il faut mettre l'accent sur la formation, sur la mise en place d'écoles de formation, réorganiser tous les championnats dans les villes et villages comme on faisait avant. 4, avoir un choix au niveau des équipes techniques plus rigoureux. Et 5, avoir une politique telle qu'on ne doit plus continuer à vendre nos jeunes à peine ils ont 17-18 ans. Il faut qu'on essaie de développer des talents, qu'on rémunère mieux les joueurs et tous ceux qui travaillent autour du foot. Et qu'on fasse une bonne combinaison entre les éléments qui sont formés localement et ceux qu'on prend à l'étranger. Quand je regarde aujourd'hui, je regarde ce qui a été fait, je regarde l'équipe, je n'ai pas vu un effort sur une longue période pour dénicher de nouveaux talents. S'assurer qu'il y a une nouvelle génération qui grandit ensemble, qui arrive ensemble. La deuxième chose, quand je regarde notre technicien, il est inadmissible qu'un individu qui perçoit l'argent des contribuables camerounais décide de suivre le football du Cameroun en étant basé à l'étranger. Il n'a pas eu le temps de dénicher des talents ici. À l'étranger, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais même quand je l'ai regardé au cours des différents matchs, permettez-moi, je suis un fan de foot et des Lions indomptables. Quand je regarde les championnats européens, anglais notamment, ou français, je vois que chaque entraîneur vient avec sa philosophie, son style de jeu. Mais quand je regarde nos Lions jouer, je n'en vois
Aucune. Je vois une équipe complètement déstructurée. Vous ne voyez même pas comment on construit le jeu depuis les sorties de balles pour aller vers le milieu et comment le milieu peut alimenter l'attaque. Donc, en clair, on avait un technicien qui n'était pas au niveau. Il faut, après cette crise, faire un travail de refondation. Je dis, réorganiser au niveau du ministère et donner plus d'autonomie à l'Africa Food avec une exigence de résultats. Très bien. Merci, Eugène Yambal, d'être passé par ici. Et merci pour ces riches enseignements, surtout en économie, que vous avez prodigués aux auditeurs et aux téléspectateurs. Merci, Angelbert. Merci, tous les auditeurs et téléspectateurs. D'accord. Allons du côté d'Africa Security. Africa Security, qui est une société de gardiennage dirigée par la directrice générale Martine Turpin, fondée par Patrick Turpin. C'est lui le fondateur du groupe Africa Security. Il faut leur passer un message, c'est que le personnel d'Africa Security souffre, est en train de criailler, est en plein dans des cris d'orfraie. Il y a des grincements de dents du côté du groupe Africa Security. Son personnel réclame le paiement des arriérés de salaire. Plusieurs arriérés de salaire sont enregistrés au sein du groupe Africa Security, dirigé par Martine Turpin, épouse du fondateur Patrick Turpin. À eux, je leur lance un appel, celui d'abord de bien traiter le personnel. Le personnel n'est pas bien traité au sein de cette entreprise, d'après des informations que nous recevons. D'ailleurs, nous reviendrons de fond en comble là-dessus. On parle de maltraitance du personnel, de non-respect des conventions collectives. On parle d'arriérés de salaire, des salaires impayés, des salaires payés même d'ailleurs à tête chercheuse. Nous allons rentrer dans ces détails, des salaires qui sont payés sans bulletin de paye. On va revenir là-dessus, mais nous avisons cette entreprise et nous leur demandons, ici sous l'arbre à palabre radiophonique, de payer le personnel, payez vos personnels, payez vos employés. Ils souffrent, ils sont des pères de famille, ils sont des chefs de famille, ils sont des époux, ils sont des mères, elles sont des mères, des mamans avec des enfants à nourrir. Ils ont des loyers à payer, ils ont des difficultés, des problèmes existentiels. Pour la plupart, à cause de vous, employeurs, au sein du groupe Africa Security. Alors, voici venues les fêtes de fin d'année, voilà la fin d'année, essayez d'éponger ces arriérés de salaire. Pourtant, nous avons ici un certain nombre d'informations qui font état de ce que vous êtes payé. Vous-même, l'entreprise fait des entrées d'argent. Nous avons vos partenaires, ceux qui vous sollicitent, ils payent. Mais vous ne payez pas vos vigiles, vous ne payez pas votre personnel. Il faut payer les salaires, les arriérés de salaire de vos personnels au sein du groupe Africa Security. C'est très important. Et là, la paix reviendra au Cameroun. Traitez bien le personnel, ils ne vont pas se plaindre. Nous, on avise souvent parce que quand ils vont manifester, quand ils vont vous manifester leur mécontentement, ce sera trop tard. On avise et on avise. Alors, Madame la directrice générale du groupe Africa Security, Martine Turpin, Monsieur le fondateur du groupe Africa Security, Patrick Turpin, des cris d'orfraie sont enregistrés au sein de votre entreprise Africa Security. Tant que l'eau n'a pas encore atteint les genoux, réglez ce problème. Et nous, on va se taire. Parce qu'à un moment, on sera obligé de crier
de crier et de bavarder, de jacasser, de parler crûment, toutes portes ouvertes. Et ce ne sera pas très bon, parce que des vérités vont sortir, des choses et d'autres sortiront. En bon entendeur, salut.